Bonjour tout le monde, du coup aujourd'hui on est réunis ici avec Jonathan Tayeb, un réalisateur scénariste qui va nous présenter son film Alter Love. Je reviens tout de suite. Pourquoi il est parti le mec? Je sais pas, peut-être que si toi tu savais, tu fuirais aussi. Je suis prêt à rater toute ma vie, Pour réussir toute cette... Oh waouh. C'est ça ma description du match ou pas? Vous êtes un des plus beaux couples que j'ai jamais vus. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 000 ans. Et ça parle d'une relation amoureuse qui va se créer en une nuit dans notre génération à travers les réseaux sociaux. Avant de parler du film, je voulais plus parler avec toi de ton parcours d'abord en tant que réalisateur. Donc t'es parti d'où? Comment ça t'est venu à l'esprit de devenir réalisateur? Voilà, dis-nous tout, on veut tout savoir. Moi j'étais très cinéphile quand j'étais plus jeune. Ok. Je regardais tout le temps plein de films depuis que j'ai, 3 ans, 4 ans. Donc ça a grandi. Mhm. Et puis un jour, vu que je ne pouvais pas devenir un sportif professionnel, j'ai décidé d'essayer de devenir réalisateur. Ok, et du coup, cinéphile. Ouais, cinéphile. Et puis un jour, et peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai été depuis le début assez autodidacte, c'est-à-dire que j'ai acheté mon matériel Okay. et j'ai commencé à faire des films, des petits courts-métrages, mais j'étais vraiment, très seul, mais je dis pas ça négativement, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris une caméra, j'ai appris à l'allumer et à appuyer sur REC et à faire des petits films comme ça. Donc c'est intéressant parce que on apprend, enfin moi en tout cas c'est ma manière d'apprendre la plus efficace, donc j'apprenais vraiment pour avoir un savoir plus que des connaissances, pour avoir des connaissances plus qu'un savoir. Ouais. Donc ça m'allait bien comme ça. Et puis un petit film, un autre petit film, 2 petits films, et puis un jour pourquoi pas un plus long film. Okay. Et puis voilà, les éléments se sont mis en place comme ça. Et c'était vers quel âge que tu as commencé à faire des petits films Je pense que j'ai vraiment commencé à 17 ans. 17 ans. Ouais, je pense 17, Ah oui. 18 ans. Mais ça t'est venu comme ça à l'esprit? En fait, tu avais juste une caméra et tu t'es dit, t'étais avec des potes? Comment Non, ça s'est franchement, je vais essayer de réfléchir pour me remettre dans cet état d'esprit-là. passé? Mhm. Je crois que mon premier film, ce qui est sûr, c'est que ça a commencé par l'achat d'une caméra. Ok. C'est-à-dire, on était encore dans cet état d'esprit. En plus, c'était des très grosses caméras. Il n'y avait pas encore tous les petits boîtiers qui font de très belles images. Ouais. C'était soit des très grosses caméras qui font des images dégueulasses, Mhm. soit des caméras ultra chères ou de la pellicule qui font Ouais. des images à peu près cinéma, si on sait les utiliser. Donc, j'ai acheté une caméra. Je me rappelle très bien de ce moment-là. Mhm. Et ensuite, aux États-Unis, ils avaient des espèces ça s'appelait le Mini 35, et c'était des petits boîtiers qu'on mettait sur la caméra et qui permettaient de mettre des objectifs photo Ok, d'accord. pour faire une image un peu plus cinéma, quoi. Mais Ok. c'était extrêmement dur à utiliser et du coup, l'image était retournée et il fallait au montage la remettre à l'endroit. C'est marrant. Mais on tournait tout le truc avec l'image à l'envers. Donc voilà, je me rappelle très bien de toute cette construction-là. Mais ça veut dire que mon apprentissage, il a été hyper précis parce que j'avais déjà le rapport optique, le choix des focales à faire, la limite aussi du nombre de focales qu'on peut avoir. Ok. Et ça, c'était mes premières émotions. Et c'était quand ton vrai court-métrage un peu pro qui t'a ensuite propulsé et qui t'a dit, ok, je vais faire un long après. C'était quoi Je crois que je l'attends toujours. Ah oui? Non, mais je veux dire, j'avais terminé sur un court-métrage avec une grosse équipe, Ouais. avec un chef opérateur qui s'appelle Jean-Louis Bonpoint, qui était le chef opérateur de Michel Gondry à l'époque. Ah oui, d'accord, quand même. Ouais, donc c'était Comment vraiment c'est- une super belle expérience. C'était très organisé, Ouais. très nouveau en tout cas pour moi, de manière de gérer le truc. Mhm. Et après ce court-métrage-là, j'ai tout de suite fait un premier long-métrage qui était très familial, en fait, qui ressemble à l'idée d'un film étudiant, Ok. mais en famille plus parce que je ne faisais pas d'école, donc je ne peux pas dire que c'était un film d'étudiant, mais dans la continuité en tout cas de cette recherche et naïveté, parce qu'il n'y avait aucun but, industriel derrière. Donc comme quoi, on peut ne pas faire d'école de cinéma et s'en sortir en tant que réalisateur, quoi. Parce qu'en Je plus, pense, c'est un peu de l'ordre du ressenti, je pense. C'est plus que l'organisation, tu l'as un peu appris sur le tas, au fur et à mesure en faisant des films. Ouais, 100%. c'est ça. Mais c'est-à-dire quand même mené par une grande conviction de j'ai envie de faire ce Ah, bien film-là. sûr.
Mais c'est ce qui rattrape tout, je veux dire. Si on a cette conviction-là, on n'a besoin de vraiment pas grand-chose. Ça a été prouvé 1 milliard de fois. Après, bon, les écoles, c'est super aussi. Pour faire ton premier long métrage, est-ce que ça a été via une belle rencontre que tu as fait, via un petit contact que tu t'es fait au fur et à mesure des années, ou c'est vraiment toi qui t'es posé, qui t'es dit « Ok, je vais faire un gros dossier de financement, je vais envoyer à tel, et voir si ça fonctionne sans personne », ou alors vraiment une belle rencontre qui t'a dit bah, « Let's go, quoi, je vais t'aider ». En fait, pour les 3 films que j'ai réalisés, dont le premier, j'ai jamais eu de financement public. Ok. Donc j'ai essayé de faire des dossiers, tout ça, mais c'est pas passé. Ce que je comprends, hein, pour le premier en tout cas, qui était très à échelle très familiale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais donc là, c'était vraiment une histoire de... franchement, hein, feuille blanche, je vais écrire un long métrage. J'ai commencé à mettre les éléments en place. Puis petit à petit, c'est devenu un potentiel film. Je me rappelle aussi que j'avais eu un petit prêt bancaire. J'avais été très content de ça. Et je m'étais dit, vu que j'ai eu un petit prêt bancaire, c'était genre 8 000 €, un truc comme ça. C'était énorme pour moi à 20 ans, je sais pas, c'est incroyable, ils me l'ont donné, quoi. Et du coup, j'avais ces 8 000 € et j'ai dit, ça y est, c'est bon, on peut faire un film. Okay. C'était un peu ça le point de départ. Enfin, c'est un peu ça le point de départ, hormis le scénario que j'écrivais et que je suivais. Ok. Et pour le scénario, bah, justement, c'est bien d'en parler. Toi, tu n'as jamais pris de cours, en fait, de structure de scénario Non, j'ai jamais pris de cours de structure de scénario ou de scénario en général. J'ai jamais lu de livre non plus sur ça. Okay. J'ai jamais cherché à me renseigner sur c'est quoi une bonne structure ou autre. Je me base vraiment sur mon instinct, pour le meilleur et pour le pire, selon les retours que j'ai. Mais je veux dire, bon, après... Ce qui est intéressant, et encore plus aujourd'hui, encore plus en avançant avec 120 ans de cinéma derrière nous, c'est justement un regard très spécifique. Ouais. Je pense. Si, moi je suis d'accord avec toi. Peu importe si c'est nul. Oui, en fait, après c'est nul selon les regards, mais je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas forcément de construction en fait logique. Effectivement, dans la continuité de cette manière d'apprendre un peu empirique, je me sers de mes émotions, de mon imagination pour écrire des scénarios. De ton vécu aussi ? Certainement. Ouais, certainement. Redistribué, quoi. Mais c'est-à-dire, j'ai pas vécu la nuit d'Alterlove telle qu'elle est représentée à l'écran. Mais évidemment, on retrouve des manières de ressentir la relation à l'autre, même pas forcément qu'en amour, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi en amitié ou en rencontre gratuite comme ça avec quelqu'un. Et ça, je pense que écrire un scénario, en tout cas pour moi, c'est un mélange de retranscription des milliers de films que j'ai vus et aussi des frustrations de la vie de tous les jours, quoi. Je pense que ça se situerait un petit peu entre les deux. Quand je dis frustration, c'est-à-dire voilà, ce truc de dire pourquoi aujourd'hui on est obligé d'avoir une relation rentable avec quelqu'un, pourquoi on est obligé d'aller chercher et de se dire ok, qu'est-ce que ce mec, cette nana va m'apporter. Et oui, ça vaut le coup de passer 1 heure, 2 heures, oui, ça vaut le coup de prendre le numéro, de relancer un numéro. Ça, j'ai un peu du mal avec ce truc-là, parce que j'aime bien le côté de pouvoir se perdre. J'aime bien ça, quoi. Dans la vie en général, hein, mais dans les relations en particulier, et peut-être dans l'amour encore plus. Tu le montres bien justement dans Alterlove, et je voulais en venir là aussi. En fait, dans Alterlove, tu parles de 2 personnes de plus de ma génération, plus que de la tienne, je pense. Mais c'est plus nous maintenant avec les réseaux sociaux, le fait de swiper pour avoir une autre personne. Enfin voilà, ça se passe très vite, les relations sont éphémères. Est-ce que quand tu l'as écrit, tu t'es inspiré un peu de quelqu'un que tu connaissais ou pas du tout ? C'est plus de l'ordre de ton expérience. Et aussi, j'ai une autre question. Est-ce que pour toi, l'amour maintenant, c'était l'amour aussi avant, tu vois ? Est-ce que c'est les codes de l'amour d'avant, mais juste remodelés dans 2025, quoi ? En fait, le film, il est né de plein de rencontres. J'ai été entouré de beaucoup de jeunes de la génération du film pendant quelques mois. Ok. Et beaucoup, quoi. J'avais plein Enfin, je travaillais avec beaucoup de jeunes. J'étais référent sur des tournages de jeunes étudiants pour les encadrer dans leurs films de fin d'année.
Et je voyais, j'entendais, je voyais les peurs, les limites aussi beaucoup. Et puis moi, j'écoute, donc on me parle. Ouais. Et je voyais, je sais pas, je ressentais qu'il y avait vraiment une espèce de peur de se jeter, quoi. Il y avait un truc de, ok, c'est-à-dire je m'ouvre pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, même quand il y a une ouverture, il n'y a pas la préparation pour, je ne sais pas comment dire, mais Ouais. je vois qu'il y a un problème de match au-delà du truc très rentable, immédiat, de soit tu me plais physiquement, soit je peux avoir ça en échange. Enfin, je veux dire, je ne parle pas forcément de relation d'amour encore, hein, je ne suis pas encore sur ça, mais... Relation humaine. Ouais, un truc, et je me disais, tiens, c'est quand même étrange, parce que moi j'ai la chance d'être assez intime rapidement. C'est-à-dire, ok, je sais pas, il y a comme pas d'ego, tu vois, dans les relations que je peux avoir. Donc, comme il n'y a pas d'ego, on peut tout se dire. Ce que je vais dire ne va pas changer la vie de la personne, ce qu'il va me dire ne va pas changer ma vie. Donc, disons-nous les choses et essayons de voir ce qui se passe et d'avancer ou pas, ensemble ou non d'ailleurs, mais de grandir, ça sert à ça, la relation à l'autre. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que tu as en fait dans Alter Love. Ces deux personnages, moi, je les trouve un peu fantasques dans leur manière d'aborder les relations amoureuses et leurs relations, en l'occurrence. Ils sont pas pudiques du tout, en fait. Le personnage de Kim, il est vachement extraverti, je trouve. Elle exprime tout de suite ses émotions, elle en a pas peur. Et Victor, un peu moins, tu vois, un peu moins, et c'est plus tard qu'il va un peu se laisser aller. Non, je crois que c'est ce chemin-là d'apprentissage de l'intime, peut-être un truc comme ça. Et effectivement, peut-être qu'ils se disent des choses, mais qui ne sont pas forcément vraies. Peut-être qu'ils répètent des phrases toutes préconçues, ce qu'on entend beaucoup aussi à notre époque, je veux dire, même les interviews. Bon, moi, quand je interview d'un acteur, d'un joueur de foot ou quoi, je sais exactement ce qu'il va dire avant, juste en écoutant la question, parce que c'est des phrases... bateau. Voilà. Bah ouais, c'est des phrases ultra bateau. Mais on est pareil, même quand on fait des rencontres au quotidien, j'ai l'impression. C'est-à-dire, il y a ce qu'il faut dire, il y a ce qu'il ne faut pas dire, il y a ce qui fait peur de dire, il y a la barrière à ne pas franchir. Bon, voilà, j'ai l'impression que le personnage de Kim, il est un peu dans cette... Il est un peu dans cette ligne-là. Ok, j'ai l'habitude, j'y vais au début en tout cas. Et je crois qu'au fil du film, ils apprennent l'un et l'autre à justement, peut-être pas forcément à s'ouvrir, mais en tout cas à laisser la place en eux à l'autre. Pour justement devenir comme une espèce de troisième personne qui est le mélange des deux, quoi. C'est ça qui est beau aussi. C'est ça. Et puis, en fait, je trouve que c'est bien ficelé parce qu'on est sur... c'est ça, en fait, je crois. C'est que les personnages, ils sont jamais là. Il y en a toujours un là et toujours un là. Et ça bascule, en fait, au fur et à mesure du film. Et on se dit, ah, mais du coup, si la personne a basculé en haut, et forcément, l'autre qui était déjà en haut va rester en haut. Non, elle bascule en bas parce qu'il y a cette peur toujours constante qui revient de j'ai peur de me donner à l'autre, j'ai peur de parler de l'amour, j'ai peur de dire je t'aime. Et c'est compliqué, j'ai peur de m'engager dans une relation. Et c'est ça, en fait, un peu la fatalité aussi du film. C'est que finalement, il se laisse. Mais c'est hyper bien ficelé, moi, je trouve. C'est très bien dit, en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez répété sur le coup, mais franchement, j'ai l'impression qu'il y a tout un travail derrière. Il y a un énorme travail de la part des comédiens. Mais c'est deux sacrés comédiens. Hein. Je crois que ça s'arrête à ça, quoi. Enfin, quand on travaille, ça se voit. Je me rappelle de la première réunion avec Kim. Je veux dire, à la fin, on avait mal à la tête. Hein. Elle est arrivée avec son scénario. Il est comme ça à la base, il était comme ça, d'annotation, de post-it. Et ça parlait au mot près. C'est-à-dire au mot près. Est-ce que ce mot... Parce que oui, le jour du tournage, le scénario était acquis, mais il y a eu un travail préparatif entre les comédiens et moi. Et là, le travail, il a été assez intense. Justement, je ne suis pas trop à l'aise de dire ça. Est-ce que je peux changer cette phrase? Est-ce que je peux changer ce mot? Est-ce que tu crois que on a vraiment besoin de la dire? Donc voilà, il y avait quand même leur perception de leur personnage déjà en amont. J'ai une petite question, tiens, c'est hyper intéressant. En tant que réalisateur, quand on fait du travail comme ça en amont avec les acteurs, donc c'est de la direction d'acteurs, je suppose, comment tu t'y prends? Tu commences comment? C'est quoi le déroulé? Parce que ça m'intéresse et je pense que ça intéresse beaucoup d'autres gens. Je pense que déjà, ça dépend énormément des réalisateurs et des comédiens. Oui. Et du duo que les réalisateurs et le comédien forment. Mais... Bon, déjà, il y a la discussion autour du scénario, je pense déjà de manière générale, puis ensuite du personnage aussi de manière générale. Et après, c'est directement avec l'outil qu'est le scénario,
scène par scène, pourquoi ça, comment ça, et tu penses pas que si je suis habillé comme ça c'est mieux. Donc il y a un travail à deux de réécriture du scénario en vrai, si on voit vraiment le truc, parce qu'ils prennent leurs personnages à bras-le-corps, ils les façonnent à leur manière, et là ça devient un petit peu leur art de création de personnages. Donc là le scénariste, soit il se bloque, soit il accueille. Soit il se bloque, il impose, et ok, c'est une manière de faire, et c'est pas grave, ni pour l'acteur, ni pour le scénariste ou le réalisateur. Soit le réalisateur, il est ouvert, il y a une discussion qui s'instaure. Oui, mais là, non, parce que je pense que si on perd ça, on perd le truc d'après ou d'avant, la préparation de ça. Ok. Mais, ou l'indice sur le thème, des choses comme ça, qui peuvent discuter. Mais je sais que, particulièrement avec Kim, un peu moins avec Victor parce que c'était sur d'autres manières de faire. Ouais. Mais avec Kim, c'était extrêmement psychanalytique presque. C'était vraiment... Je trouve ça intéressant. On avait besoin, de sucre, vraiment. Parce que ça fusait, ça y allait, il y avait des vraies remises en question. Tout était hyper intéressant. Hyper intéressant. Moi, je pense que j'ai jamais travaillé avec un collaborateur ou une collaboratrice qui travaille autant de son côté. Enfin, je veux dire... Voilà, il y a plein de personnes qui arrivent en disant ouais, j'ai travaillé et ci et ça, et puis il y a ceux qui arrivent avec un dossier comme ça. Et on peut dire ce qu'on veut des comédiens, ça reste, je pense, le métier où on doit travailler le plus. Moi, je suis vraiment passionné par les comédiens, j'adore ça, je trouve que c'est intouchable, hyper dur. Et pourtant, ils arrivent comme ça, on croit en claquant des doigts à retranscrire des émotions, mais en fait, ça passe par un cheminement et déjà une préparation qui est incroyable. Ça veut dire combien de temps, ces préparations-là? Des jours? Ça peut être... Non, normalement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais normalement, ça prend beaucoup de temps. Ouais. D'accord. Beaucoup de temps, hein. C'est tout le travail préparatif, et puis surtout, c'est beaucoup de travail seul aussi. Seul pour le comédien, seul pour les comédiens, des fois entre eux aussi, qui se voient. Je ne crois pas qu'ils aient fait ça, Kim et Victor, parce qu'on voulait garder une certaine spontanéité aussi. Ouais, je vois. Puis on tournait dans l'ordre chronologique, ça a été hyper important dans la construction du film, parce que ça permettait d'avoir une corrélation entre Kim et Victor et leurs deux personnages, de se connaître un peu plus, de passer du temps ensemble, d'enlever les voiles au fur et à mesure, quoi. Et ça a beaucoup aidé. Donc je voulais pas trop qu'ils se voient avant pour pas qu'ils soient potes dès le premier jour, quoi. En fait, ton organisation de tournage va servir du coup le jeu et la structure en fait du film et le jeu des comédiens. Ça, c'est obligatoire. Ah, Je pense que tous les tournages, ils doivent être réfléchis. Est-ce que les comédiens, ils font partie de l'équipe ou ils sont en dehors, par exemple? Moi, je sais que j'ai beaucoup demandé, et ça a gêné un peu de monde, de pas trop parler aux comédiens, quoi, voire de pas leur parler du tout, en fait, et de les laisser entre eux. Ok. Parce que c'est une ambiance d'arriver sur un plateau et de jouer, ou de boire une bière et de fumer une clope avec l'équipe, et puis après d'aller sur le plateau. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, mais selon les films, c'est bien ou c'est pas bien. Ouais, je comprends. Ouais. Mais après, voilà, là, comme il fallait qu'on ait un niveau de concentration absolu pour rentrer un film déjà en 9 nuits, c'était 9 nuits de tournage. 9 nuits. Donc, je veux dire, il fallait qu'on soit vraiment tous, pas que les comédiens. Le chef opérateur, l'ingénieur du son, moi en tant que réalisateur, il fallait tous qu'on soit hyper affûtés pour rentrer déjà un film. Finalement, c'est un peu la direction d'acteur, quoi. Ouais. C'est un peu comme ça aussi la direction d'acteur, quoi. Complètement. C'est aussi penser à tes paramètres. Il faut absolument créer les conditions pour les comédiens. Ça, je savais pas. Mais de la même manière, si le mec doit jouer un personnage gêné, lui mettre une grosse lumière dans la tête, peut-être ça va être beaucoup plus naturel tout de suite. Il n'aura même pas besoin de jouer la gêne, il sera vraiment gêné. Donc, après, c'est ça, trouver des subterfuges en fait pour un peu manipuler tes acteurs, mais dans la douceur. Mais mais par exemple, pour la scène du char à blabla, qui est très longue, et qu'on a tournée dans la continuité, donc elle faisait 20 minutes, en fait, ils n'ont pas vu le décor avant, parce que c'était dans une cave. Ok. Et je leur ai expliqué, je dis voilà, la scène, elle faisait 3 pages à l'écrit. Et je leur ai dit, voilà, voilà ce qui va se passer, vous rentrez, puis c'est un bar. Donc vous vous asseyez, on vous dit de vous asseoir. Et je leur ai juste donné les 2-3 indications qu'ils avaient besoin de savoir en termes de timing. Donc à ce moment-là, tu prends le micro, à ce moment-là, tu fais ci. Mais très très peu, hein, vraiment. J'ai été voir ensuite tous les figurants du char à blabla et j'ai dit, voilà,
Les comédiens vont arriver, vous faites ce que vous voulez avec eux, juste à ce moment-là, il se passera ça. Le taulier du char à blabla qui a son micro et qui appelle les gens pour chanter et tout, bah lui pareil, voilà, tu fais ça, ça, ça. Et puis entre le action et le coupé, c'est 20 minutes d'un vrai bar. Hein. Okay. Et nous, on avait 2 caméras et on allait filmer, il y avait le chef opérateur qui en avait une, j'en avais une, et puis on allait filmer ce qui se passait, quoi. Donc ça veut dire que quand ils descendent et qu'on filme la découverte du lieu qui est un peu absurde, ils le découvrent vraiment. C'est trop Et drôle. ils bug. Bah oui. Et ça se voit, je veux dire, et là, à l'image, ça se voit. Et ils ne le trafiquent pas du tout, ce truc-là. Ils étaient vraiment en bug total. Mais du coup, ça existe vraiment? Non, pas du tout. Attends, le bar Charababla n'existe pas? Non, il a été inventé pour le film. Ah, j'ai cru que ça existait Non, vraiment. désolé, Ah, ouais. mais j'y ai pensé. Il a existé la semaine dernière pour la sortie du zut. film pendant quelques soirs, mais Ah, je pensais vraiment que c'était un concept. c'est un concept qui a été inventé pour le film parce que ça nous coûtait trop cher d'acheter des droits musicaux. Ah, ok, mais c'est hyper smart. Bah ouais, il a fallu se dire, bon, alors comment on fait? On va pas mettre les 3/4 du budget dans 3 musiques à la con. Donc on réfléchissait. Et du coup, ça marche tout aussi bien, là, ce truc de parole, de blabla, ouais, etc. c'est ça. Non, tu vois, encore une fois, le naturel, l'inconscient qui fonctionne et qui te dit, bah moi je trouve que c'est bien de faire ça. Ouais. Et quand tu regardes le film, tu fais un petit résumé dans ta tête et tu te dis, bah ouais, ça colle et c'est acceptable, tu vois. Parce que, ah oui, c'est ça que j'allais te demander aussi. La scène du début, la mise en scène du début, j'aimerais bien que tu me l'expliques parce que il parle, premier date, il se lève. Il me semble qu'il y a une sorte de pub, comme si on était sur le téléphone et qu'on swipait. C'est ça ou pas? Ouais, il y a un peu de ça. Explique-moi la mise en scène, comment ça t'est venu tout ça là? Ben, en fait, c'était écrit de cette manière-là, la manière dont tu l'as décrit ici, quoi, avec un petit côté, le temps s'arrête et il y a un petit téléshopping qui commence en plein milieu du bar pour passer à autre chose. Mais bon, voilà, le premier jour de tournage, du coup, première scène, premier jour, on doit aller on doit rentrer la scène, on doit aller un peu vite. Il y a une remise en question du scénario à ce moment-là. Enfin, c'est toutes les peurs du démarrage, quoi. Okay. Donc, on a simplifié un petit peu le côté, ça part dans tous les sens. Mais on a gardé quand même cette idée de mini-pub de Kim qui se met à haranguer tout le bar pour donner enfin voilà, pour vendre son truc, quoi. Et non, mais c'est pareil, c'est-à-dire en fait, l'idée, c'était de faire venir l'impromptu au milieu d'un truc hyper chiant. Donc cette date, elle est là, qui était prévue, qui était planifiée, c'est-à-dire il y a ce côté de chemin déjà, juste dans la première scène. Ouais. Et puis bon, le mec se barre en courant, ok. Et en fait, elle commence ce truc, puis ça plonge un peu dans l'absurde. Ouais. Et du coup, ça crée tout de suite un lien entre ces deux personnages, justement un peu fantasques, tu disais tout à l'heure. Et ben voilà, c'est là qu'on l'attrape et que cette relation se met en place. Je voulais te demander, quand tu as écrit ce scénario, quel est le message en fait que tu as voulu faire passer? Est-ce que c'est ton point de vue personnel sur cette histoire d'amour en particulier ou en général? Et qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message? Je pense que ce truc de guérison, il était très ancré en moi au moment de l'écriture. Et c'est très drôle parce qu'on a de la musique chamanique, mais pareil, c'est pas des trucs que j'ai cherchés. C'est juste des choses qui sont arrivées dans la construction du film. Et donc c'était très drôle de dire je veux cette musique dans le film et de s'apercevoir que cette musique, elle est faite par un chaman en Amazonie. Okay. Il y avait un truc de ah ouais, ok, encore ça. Maintenant, je pense que vraiment un film, il appartient au spectateur. C'est pour ça que je laisse une grande part d'errance au spectateur dans le film et de sa propre conception, construction mentale. Et je vois que pour ce film particulièrement, on a un spectre hyper large de ressenti, de compréhension. Donc je ne sais pas si je vais fermer le truc à un message, à un point de vue. Je crois que je suis vraiment parti de cette idée de rencontre, de peur. Puis de projection, de voir aussi le travail par rapport aux attentes, parce que c'est souvent ça qui déçoivent. C'est les attentes qu'on a, c'est pas forcément la relation qu'on vit. Donc voilà, j'aimais bien faire un petit état des lieux, en fait, évidemment de mon point de vue à moi, de mes expériences à moi, de mes entourages, enfin de ce que je peux connaître, parce que bon, voilà, je suis pas ni un spécialiste de l'amour, ni un spécialiste des relations humaines, je suis juste un être humain, quoi. Donc j'ai retranscrit ce que j'ai été jusqu'à ce film-là, en tout cas. Et je l'ai imaginé, dans un dialogue, dans un échange possible, en tout cas.
Le film s'appelle Alter Love, donc forcément, il y a une grande part à l'autre, à la fois dans la manière dont je l'ai pensé et dans la manière dont il est perçu. Donc je voudrais pas trop cloisonner et fermer en répondant, voilà, mon message c'est ça, mon envie c'est ce truc. Ouais. On a plusieurs alternatives de, pense. de théories sur le Je film, pense, quoi, je et pense. d'interprétation. J'espère. Hein. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a tout un rapport à l'immédiateté, justement, voilà, ça se construit, comme tu as dit. Il y a un petit côté, je sais qu'on m'a dit c'est l'anti-TikTok, évidemment par le rythme et tout ça, mais aussi par ce truc de n'essaye pas d'attraper tout de suite. Ouais. Tu vois, et puis c'est pas grave en fait, ça prend du temps, c'est pas grave si c'est long, c'est pas grave si on se perd, c'est pas grave, c'est aussi tout ça qui est important. Pour finir, juste sur Alter Love, c'est quoi les réactions qu'ont suscité ton film? Je pense que j'ai vraiment tout entendu sur ce film. Ah ouais? Et même tout entendu sur chaque scène du film. J'ai Ok. pas eu 1 million de retours, hein, mais les retours que j'ai eus, ou ceux que j'ai pu lire par exemple, ou autre, c'était très 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 étonnant de voir que souvent d'ailleurs, je change un peu de manière de répondre parce que comme il y a des scènes très marquées différentes, souvent le jeu à la fin c'est de dire les scènes qu'ils ont préférées et les scènes qu'ils ont le moins aimées. Ouais. Il y a ce truc-là, je sais pas, bon voilà, forcément, mais... et c'est très drôle parce que c'est différent pour tout le monde. C'est-à-dire, il y en a plein qui vont dire ouais, j'ai adoré ça et détesté cette scène, j'ai ci, j'ai ça. Et je vois que tout est un peu détournant. Enfin, c'est tout le temps, il y a tout le temps un tournant dans ce film, mais il est différent pour tout le monde. Ok. Donc ça, moi je suis hyper content de ça. Je veux dire, même si j'entends beaucoup de choses négatives sur le film, et je veux dire, c'est comme ça, peu importe, tant pis. Mais... j'ai tout entendu. J'ai détesté à j'ai adoré. De gens qui étaient énervés à des gens qui étaient émerveillés. Il y a même une critique sur Internet qui dit que c'est le feel-good movie de la semaine. Donc je veux dire, voilà, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable que 2 personnes peuvent s'asseoir et une va être déprimée pendant 2 mois et l'autre va trouver que c'était son rayon de soleil de la semaine, quoi. Mais parce que je pense que les deux sont vrais. C'est pour ça que je suis assez content de ça. Je pense que pour le coup, si je dois ne pas jouer au modeste, je trouve que c'est le truc que j'aurais peut-être réussi, c'est de donner une place au spectateur dans le film. Moi, j'adore ça en tant que spectateur. C'est de plus en plus rare parce que les films sont extrêmement construits pour répondre à des questions. Ouais. Et moi, j'ai déconstruit mon film pour poser des questions. Non, mais c'est bien. Et bon, voilà, je sais pas, on verra si ça peut perdurer d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il y a plusieurs scénarios possibles de tous les films. C'est ça que je trouve intéressant, ce qui se passe après, quoi. Et moi, j'adore entendre tout ça. J'adore entendre même c'est pas que je suis sadomaso, mais j'adore entendre que des gens ont détesté le film et d'autres l'ont adoré. Pour moi, c'est un peu la marque d'un film réussi. Mais quelqu'un qui me dit, moi, je suis jamais rentré dedans, c'est nul à chier, je n'ai pas compris, je me suis fait chier. Je trouve ça aussi noble que... Ah ouais? C'est bien de penser comme ça. Bah oui, parce qu'au final, c'est ce qu'on demande. Si on fait des films atypiques, singuliers, on demande un retour au niveau individuel. Et c'est là où, on en parlait tout à l'heure, c'est hyper dommage, moi je trouve en tout cas, que les gens maintenant au cinéma ne vont plus voir des films un peu d'arrêt d'essai, un peu avec justement des mises en scène qui sont étirées sur la longueur, enfin des séquences super longues, des mises en scène intéressantes et particulières. Et je trouve ça dommage parce que ton film propose beaucoup de ça. Et je pense que si les gens t'ont fait des retours comme ça, c'est parce que ils sont beaucoup plus habitués maintenant avec les réseaux sociaux, la rapidité, un découpage super rapide et tout. Donc, je trouve ça dommage. Mais moi, j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas de recherche d'efficacité. Moi, je suis traumatisé par ça, vraiment. Vraiment, j'ai le cinéma dans la peau depuis toujours. J'adore, je regarde tous les films. Mais en fait, on sait d'avance le film qu'on va voir, quoi. Voilà, on sait, c'est ce réalisateur, cet acteur, ce truc, ce thème-là, la bande-annonce. Ok, on sait déjà tout, quoi. Ouais. Et quand on sait pas, on essaye de nous surprendre. Ouais. Mais il n'y a plus de trucs vraiment, voilà, très chaud, très froid. Enfin, si, bien sûr qu'il y en a, mais très peu sur le nombre de films qu'on voit. Et évidemment que ça marche mieux un film qui est très calculé, très marketé, évidemment. Mais c'est dommage que ce soit ça qui gagne. Enfin, je dis ça comme un vieux mec. Non, moi je suis jeune et je suis d'accord avec toi. D'un côté... Non, c'est venez, on transgresse les règles et on arrête d'être assez traditionnel dans la manière d'écrire les films, quoi. Ouais. Et malheureusement, c'est
pas trop accepté encore pour le moment. Je voulais juste terminer sur 2 questions en rapport avec ta vision en tant que réalisateur. Alors, toi, dans tes films, est-ce que tu cherches à raconter des histoires en particulier? Est-ce que tu as un genre en particulier dans lequel tu aimes aller et que tu aimes utiliser pour raconter tes histoires? Et est-ce que tu as un style que tu revendiques en particulier ou des messages que tu veux vraiment faire passer Non, je crois pas. Non, Enfin, je crois pas, je veux dire, voilà, je m'adapte au niveau du genre. Pour l'instant, je subis plus que je crée parce que j'ai peu de moyens, toujours peu de temps, j'ai peu de ressources à disposition pour mener à bien ma vision. Donc forcément, je suis voilà, mais j'aime bien tout ce qui est les relations à deux, ça j'aime bien. Je veux dire, mon premier film, c'était une histoire d'amitié entre un adulte et un enfant. Mon deuxième, c'était sur un couple homosexuel en Russie qui ont une lutte divergente sur un crime homophobe et l'enquête qu'ils lancent tous les deux. Et puis ce film, Alter Love, sur la rencontre de ces 2 jeunes qui passent cette nuit ensemble. Donc je crois, en tout cas, si j'analyse mes 3 films, je crois qu'il y a toujours ce truc de transmission, de lien, de rapport à l'autre et d'évolution possible grâce à l'autre. Je pense qu'on est là. Et du coup, dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message à nous, les jeunes réalisateurs qui se lancent dans le cinéma, qui veulent raconter des histoires? Quelles erreurs à éviter ou au contraire des choses à garder en tête? Parfait. Moi, je trouve c'est une chose hyper simple, mais c'est vraiment en faisant qu'on apprend. Ça, et en étant dans l'action. Donc, n'ayez pas peur de jeter des trucs à la poubelle, n'ayez pas peur du ridicule, de l'échec, tu vois. Faut juste prendre une caméra et puis aller. Et puis si vous n'avez pas de caméra, prenez votre téléphone et puis faire les choses. Faut pas trop réfléchir à les choses. Ce que j'ai appris de mes 10 dernières années de tentatives et en fait, un film, ça existe que quand on l'a fait, quoi. Donc, on peut le réfléchir pendant 10 ans. Et c'est dommage parce que le film qu'on réfléchit à l'instant où on a envie de le faire, 6 ans après, on n'a peut-être plus envie de le faire. En fait, je pense à trop réfléchir le film que tu veux faire, ça te détruit un petit peu parce que tu as ta première vision, ton premier instinct qui veut écrire une histoire. Et le problème, c'est qu'on se dit non, mais il faudrait peut-être que ce soit comme ça, construit différemment. Il faut que je raconte ça, etc. Et le problème, c'est que du coup, tu n'as pas écrit le premier truc que tu avais en tête et c'est mort. Et puis en plus de ça, on fait 2 dossiers, 4 dossiers, 10 dossiers pour un film. Et moi, ce que je ressens aujourd'hui quand je regarde des films, pour 97% des films que je vois, c'est-à-dire en fait, et j'en vois beaucoup, en fait, c'est pas des films, c'est des dossiers, quoi. Soit c'est des moodboards, soit c'est des notes d'intention. C'est hyper lisible, hyper chiant. Je veux dire, là, c'est vraiment, c'est vraiment, en tout cas pour un cinéphile, je trouve un peu une période étrange, parce que, voilà, quoi. Et j'ai l'impression, pour en voir un petit peu la construction, qu'en fait aujourd'hui, pour un jeune réalisateur, la gloire, c'est de faire un film, pas forcément de faire un bon film. Et du coup, arrive le premier jour du tournage, il y a eu tellement de combats déjà qui ont été faits sur tellement d'années qu'en fait la guerre est déjà passée, quoi. Et le tournage, c'est la guerre. Je veux dire, c'est là où il faut complètement être dingue, être pris d'une passion fulgurante, vouloir tout déchirer et tout refaire. Et en fait, on peut plus ça. Parce qu'on l'a vendu à un distributeur qui a signé pour un dialogue et qui te dit si tu changes un mot, il faut qu'on ait notre accord parce que peut-être que ça change notre perception. Donc, tombez pas là-dedans. Effectivement, il faut plein d'argent et tout ça, mais si vous avez en tout cas un minimum de mentalité à donnez-moi une caméra et je fais un film, faites-le. Même si ça sert que de carte de visite, faites des films. Ok. Le message, ce serait rester authentique et continuer à faire des films comme ça, avec votre téléphone. Ou commencer à faire des films. Ou commencer à faire des films, il faudrait, Écoute, Jonathan, merci beaucoup pour cette petite entrevue.